Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour votre grand débat, le moment de rencontre et d'échange ici sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ô combien d'actualité puisqu'il s'agit de la sélection variétale. Alors, comment s'effectue-t-elle aujourd'hui cette sélection? Quels sont les grands défis de l'avenir, notamment si on prend en compte ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine? Quels sont aussi les moyens et les marges de manœuvre dont disposent à la fois les chercheurs et les entreprises semencières? Et pour répondre à toutes ces questions, je vous présente nos invités. Tout d'abord, Marie-Cécile Damave. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Vous êtes responsable innovation et affaires internationales chez Agridé. Olivier Lucas. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Vous êtes directeur scientifique et qualité du groupe RAGT. RAGT, c'est un des poids lourds du secteur des semences en France. François Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du congrès mondial IHC. Alors, c'est quoi le congrès mondial IHC? Parce qu'on m'a dit que c'était les Jeux olympiques du végétal. IHC, c'est en anglais International Horticultural Congress, donc le congrès mondial du végétal spécialisé. Voilà, et vous nous direz tout à l'heure que ça va se passer bientôt et quelque part en France. Et puis, Christian Lubic, bonjour. Bonjour. Christian, vous êtes directeur scientifique à l'INRAE. Donc, avec vous, on va voir un peu toutes ces questions à la fois de recherche, de développement des semences. Mais moi, je voudrais savoir tout d'abord, en fonction de quoi on décide aujourd'hui qu'on a besoin de nouvelles semences, de nouvelles technologies, Christian? En fonction des objectifs qu'on poursuit. Et donc, on a, et c'est très clairement mis en avant dans ce salon, un objectif de produire des productions en quantité suffisante, de qualité sanitaire, de qualité alimentaire et accessible à tous. Et puis, dans le même temps, il faut être en mesure de répondre aux attentes sociétales en matière d'environnement, en matière de façon de produire. Et donc, on a besoin de transformer, d'avoir une évolution de l'agriculture. Et ces évolutions d'agriculture supposent qu'il y ait de nouvelles pratiques. Et donc, qui dit nouvelles pratiques, dit nouvelles espèces et nouvelles variétés dans les espèces qu'on cultive déjà, mais aussi dans les espèces nouvelles. Donc, une grande transition. Mais de tout temps, en fait, l'amélioration génétique, elle s'est adaptée à une demande, elle a cherché à l'anticiper aussi. Et il y a des nouvelles espèces qui arrivent, il y a de nouveaux Par exemple variétés. Les nouvelles espèces, dans les introductions les plus récentes d'espèces cultivées, on a beaucoup d'espèces, ce qu'on appelle dans les plantes de service, c'est-à-dire qui apportent un couvert végétal en interculture, voire en plante de campagne. Et puis dans les espèces que l'on cultive, on en connaît beaucoup dans les domaines des fruits et légumes. Le kiwi n'est pas une introduction si ancienne que ça. Donc on a en permanence une évolution des marchés, une évolution des attentes sociétales et donc une évolution de l'offre variétale. Marie-Cécile, on a l'attente sociétale, c'est énorme, surtout depuis quelques années, et puis aussi des choses qui nous suivent de très près, c'est le bouleversement. Je ne sais pas si on doit dire bouleversement climatique, réchauffement climatique ou une autre expression encore, et là, ça, on doit le prendre en considération. Oui, dérèglement climatique, c'est pas mal. Ouais. Alors on reste sur dérèglement climatique. Voilà, avec un S au pluriel. Oui, évidemment, je pense que le premier enjeu, ça reste la sécurité alimentaire. La vocation nourricière de l'agriculture, c'est quand même l'objectif numéro 1. L'actualité nous le rappelle régulièrement. Et puis, bien sûr, les dérèglements climatiques, le changement climatique, je pense, arrive en deuxième position. Je mettrais peut-être tout ce qui est sécurité énergétique en numéro 3. Par rapport au climat, ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, les semences ont des tas de choses à apporter. Alors, on pense tout de suite à la tolérance à la sécheresse, par exemple, ou aux inondations en cas d'événements extrêmes qu'on rencontre de plus en plus, puisque les événements extrêmes sont de plus en plus fréquents à cause de ces dérèglements. Mais on parle aussi, vous venez de parler des couverts végétaux. L'agriculture de conservation des sols est de plus en plus à la mode, puisque on considère aujourd'hui qu'il faut aller vers une agriculture zéro sol nu avec des couverts végétaux toute l'année pour éviter l'érosion, en termes de fertilité des sols, etc. Et puis il y a cet aspect de stockage de carbone dans les sols. Les sols comme puits de carbone, ça c'est à mon avis quelque chose qui est très important à travailler. J'étais tout à l'heure sur le stand de la ferme digitale. Il y a plein de startups qui travaillent sur les bilans carbone. Aujourd'hui, on parle de carbone farming, l'agriculture bas carbone, qui aujourd'hui se développe de plus en plus, pas seulement en France, mais en particulier en Europe et au-delà. L'idée, en fait, c'est d'améliorer le bilan carbone des agriculteurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et en plus
pour stocker de plus en plus de carbone organique dans les sols. Et à mon avis, la sélection variétale a un rôle à jouer à ce niveau-là, en particulier pour développer un maximum les racines et en profondeur, les racines des plantes. Mais c'est étonnant ce que vous me dites, parce qu'il y a quelques années, on se souvient de ça, en tout cas les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, quand on parlait de plantes résistantes à la chaleur, tout le monde riait en disant ouais, bon, ok, ça c'est bon pour l'Afrique, nous on n'en a pas besoin. Et aujourd'hui on s'aperçoit que finalement on a besoin de ces plantes qui résistent à la chaleur. Alors ça c'est important parce qu'aujourd'hui on connaît bien les rapports du GIEC qui sont publiés régulièrement. Le 6e rapport c'était l'été dernier. On sait aujourd'hui assez précisément quelles seront les principales régions impactées le plus par ces dérèglements climatiques, en particulier en termes de température, mais aussi en termes de sécheresse. Et en fait, le problème pour les plantes cultivées, c'est l'évapotranspiration. Avec une évapotranspiration qui augmente, finalement, ça va être difficile pour la plante de survivre. Et donc, il y a un certain nombre de variétés, mais aussi d'espèces qui sont intéressantes. Et j'ai envie de parler du sorgho. Alors le sorgho, vous n'allez pas me dire qu'on va faire du sorgho en France? On fait déjà du sorgho en France. On en fait en fait moins qu'il y a un certain nombre d'années. Et à mon avis, on ne va pas avoir le choix que d'en produire davantage. Et pour moi, c'est une espèce qui est vraiment prometteuse. J'étais récemment au Congrès européen du sorgho et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs, des semenciers, des agriculteurs en particulier, qui s'engagent dans cette filière. Alors c'est difficile de monter une filière, de partir quasiment de zéro et en fait de monter petit à petit, de faire s'engager les acteurs les uns les autres. Mais je pense qu'en termes d'alimentation animale, d'alimentation humaine, ou même de non alimentaire, que ce soit énergétique, méthanisation ou autres colorants, etc., c'est vraiment une plante qui a de l'avenir parce qu'elle est peu gourmande en eau, elle est peu gourmande en intrants, et qu'en termes nutritionnels, elle a à peu près les mêmes propriétés que le maïs. Olivier, pour le groupe RAGT, est-ce que ça suppose aussi de revoir un peu de fond en comble le fond de catalogue en disant ce qu'on faisait, ces semences qu'on faisait à une certaine époque, on va peut-être plus les commercialiser et on va commercialiser autre chose. Est-ce que ça évolue? Alors, ça évolue effectivement, mais je crois que chez RAGT, on a aussi un catalogue qui est très très large en termes d'espèces. J'ai entendu plantes de couverture tout à l'heure, couverts végétaux, on sélectionne ces espèces-là, on sélectionne des espèces de grande culture, on sélectionne le sorgho aussi. Et donc on a, en tout cas pour nous, toute la palette, je dirais, des espèces qu'on peut intégrer dans ces nouveaux itinéraires culturaux, dans ces nouveaux systèmes de culture qu'il faut réfléchir pour demain. Après, nos sélectionneurs, la problématique, elle ne date pas d'aujourd'hui. J'ai entendu tout à l'heure 10 ans pour créer une variété. Donc c'est des travaux qu'on anticipe depuis très longtemps. On parlait de productivité. C'est la régularité de la productivité de nos variétés qui est la clé aujourd'hui. Parce qu'on est soumis à différents environnements. Il fait chaud, il fait froid, il fait sec, il fait humide. Donc tous ces éléments-là, il faut les prendre en considération et c'est des choses qu'on intègre depuis des années dans nos programmes de sélection. Ça veut dire que vous avez travaillé sur ces questions-là bien avant que les sujets deviennent à la mode ? On s'y est intéressé bien avant que ça devienne à la mode, si vous voulez, parce que le travail de sélection, c'est un travail d'anticipation. Je reviens 10 ans pour créer une variété. 10 ans pour créer une variété, ça demande un travail quand même conséquent en amont pour pouvoir imaginer quelles peuvent être effectivement les problématiques de demain. Quand on parle par exemple de l'évolution des populations de ravageurs, ces ravageurs-là on les connaît, mais c'est leur évolution qu'on peut anticiper, qu'on peut prédire. Et donc c'est tout ce travail d'anticipation qu'on fait en amont dans nos programmes de sélection parce que des maladies vont devenir majeures demain et il faut qu'on commence à intégrer les outils génétiques pour permettre aux plantes de se défendre face à ces ravageurs. François Laurence, est-ce que c'est vrai uniquement pour les grandes cultures ou est-ce que par exemple pour tout ce qui est fruits c'est aussi une préoccupation aujourd'hui? On a exactement les mêmes préoccupations. Peut-être que la sélection chez les espèces fruitières, disons, est plus longue. On a affaire à des aspects de qualité chez les fruits et légumes, en gros. En plus des aspects de résistance, de changement climatique, on est obligé, nous, d'intégrer au premier niveau les aspects de qualité gustative, d'attrait, etc., qui rendent la sélection beaucoup plus compliquée et encore beaucoup plus longue que les 10 ans dont vous parlez. Nous, c'est combien pour vous?
En fonction des espèces, on est entre 15 et 25 ans. C'est énorme. Les fruits, oui. C'est-à-dire que quand vous lancez quelque chose, le chercheur qui va travailler par exemple sur un nouveau fruit ne va pas voir le fruit de son travail, c'est le cas de le dire. Exactement. Moi, quand je suis arrivé, j'ai hérité des travaux de mon prédécesseur. J'ai eu la chance, on vient de sortir une variété là, de pommes qui fonctionne plutôt bien. J'ai eu de la chance d'être à l'origine et d'être aussi à la sortie, mais tout ce qu'on fait maintenant, c'est mes successeurs qui le feront. Donc en fait, il y a un vrai travail, enfin tout sélectionneur un vrai travail d'anticipation à faire, et encore plus dans nos domaines. Et par exemple, cette variété de pommes, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, elle est belle, elle est bonne, elle produit bien, mais en fait, j'aurais dû commencer par ça. Elle a en plus, et c'est ce qui caractérise nos programmes aujourd'hui, on rajoute de la résistance aux parasites. Vous savez que chez les pommes, il y a quelques traitements, donc nous, on essaie de faire des variétés de pommes moins traitées. Donc voilà, c'est une pomme qui s'adapte plutôt bien dans des régions un peu plus chaudes. Alors, Christian Huyghe, on disait tout à l'heure que l'un des objectifs, c'est effectivement à l'horizon 2030. Hein, c'est l'objectif que la France s'est fixé, que l'Europe nous a fixé également. C'est moins d'intrants, moins de produits phytopharmaceutiques. Est-ce qu'on est capable, d'ici 2030, d'avoir les variétés qui auront moins besoin de produits, moins besoin d'intrants, moins besoin d'eau ? Ou est-ce que c'est un mythe de croire qu'en 2030, on sera plus vert, plus beau, plus propre ? Est-ce qu'on y sera complètement ? On n'en sait strictement rien, parce que prédire l'avenir, c'est toujours un exercice délicat. Ce qui est clair, c'est que tout est en route pour y arriver. Olivier disait tout à l'heure, il y a une très grande diversité. Travailler dans les entreprises, la diversification est une solution, et elle va vers ça. On doit le faire, comme le disait Marie-Cécile, être à la fois productif, l'environnement, d'autres productions. Je ne sais pas s'il faut les hiérarchiser ou tout doit être traité en même temps. Mais c'est une repensée. Avant, on avait tendance à penser les espèces indépendamment les unes des autres et presque en concurrence les unes des autres. Et en fait, on va vers une configuration où, à l'échelle d'une exploitation, à l'échelle d'un territoire, c'est la diversité des espèces, la diversité des pratiques culturelles qui apporte des options. Et en fait, je pense qu'on va y aller. Le prix à payer, il est en fait le prix de la complexité. Et c'est un peu ça, en fait, jusqu'où on accepte d'avoir une complexification des choses, qu'est-ce que ça signifie en matière d'accompagnement. Et ça va se traduire aussi pour la création variétale, parce que c'est une augmentation de la diversité de l'offre, ce qui pose une question de modèle économique pour les entreprises. Ça veut dire qu'il y a des marchés un peu plus petits pour chaque variété. Ça pose aussi des questions sur la façon dont on va les évaluer, parce que on fait une variété, si elle doit être conduite dans un environnement avec moins de produits phytosanitaires, il faut effectivement créer ces conditions-là. Mais ça signifie qu'en fait, il y a plus de variations dans la mesure, et donc il faut faire évoluer nos façons de mesurer. Donc c'est un changement, c'est une trajectoire. Ce qui se dessine, c'est un changement profond. L'élément que je trouve extrêmement intéressant, c'est que tout compte fait, il n'y a plus grand monde qui dit qu'il ne faut pas y aller. Et donc cette trajectoire, elle est enclenchée. L'horizon, on l'a devant nous. La question de la sécurité alimentaire, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. La question du changement climatique, c'est ce dont on a besoin pour demain, qui est d'un ordre de grandeur, d'un ordre de défi que l'espèce humaine n'a jamais affronté et que l'obtention n'a jamais affronté. Et donc, ça va être la complexité à aborder, mais je pense qu'on a absolument tous les outils, les ressources pour y arriver. Et la diversité génétique qui est présente dans les entreprises, la diversité génétique qui est dans les collections de ressources génétiques, et les méthodes de sélection, tout ça est une ressource pour demain. Olivier Lucas. Oui, je voulais juste peut-être illustrer ce propos par donner un exemple, pour que ce soit plus concret. Par exemple, nous, on développe un concept sur le colza. On a des problèmes d'insectes sur le colza. La variabilité génétique pour répondre à ces insectes-là, elle n'existe pas aujourd'hui. On n'a pas de variété qui se résiste à ces insectes-là. Donc on a cherché des moyens détournés pour faire ça. Et on vend aujourd'hui des packs pour les agriculteurs avec 2 variétés de colza. Une variété de colza qui va être très précoce, qui va agir comme un piège à insectes et qui va venir protéger la variété qui va servir à la production. Et en plus, on rajoute une légumineuse pour la nutrition de la culture. Et donc, on réfléchit déjà à des systèmes comme ça avec les outils qu'on a. Et le défi pour demain, c'est effectivement d'orienter aussi nos programmes de sélection en imaginant ces itinéraires culturaux pour avoir des variétés qui sont encore mieux adaptées à ces systèmes de demain, quoi. Si je comprends bien, avec ce que vous proposez, il y a plus besoin d'un certain nombre de produits
de traitement, d'insecticides, de choses comme ça? En tout cas, on essaye de proposer des solutions qui permettent de s'affranchir de ça. Après, voilà, les problématiques d'insectes, on sait que c'est des problématiques compliquées. Je ne dis pas que cette solution est une solution qui enlève tous les problèmes, mais en tout cas, elle apporte les premiers éléments de réponse aux agriculteurs. François, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on en demande un peu trop au monde des semences en ce moment, parce qu'on dit ouais, dépêchez-vous, 2030, le coup près tombe, il faut qu'on soit prêt, il y a les bouleversements climatiques, etc. 2030, c'est demain, c'est dans même pas 10 ans. Alors pour nous, effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les croisements qu'on fait aujourd'hui, ils verront les variétés sortir largement après 2030. Non, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'aspect complexité, ce qui est très important. Sur nos espèces, je pense que c'est la même chose pour les grandes cultures. C'est en fait, il y a la variété, mais il y a aussi les pratiques culturales. Et en fait, c'est cet ensemble agronomie, génétique, climat, etc., qui fait qu'on avance. Nous, on sait très bien qu'il y a des insectes, par exemple, qu'on ne souhaite même pas gérer avec la génétique parce que on n'a pas suffisamment de diversité sur ce sujet-là et donc on le fait par des pratiques, on enlève les feuilles, on taille d'une certaine manière, etc. Donc c'est important, donc ça rajoute encore à la complexité en fait. Marie-Cécile. Oui, je voulais juste ajouter que le monde des semences n'est pas seul face à tous ces enjeux. Donc c'est important vraiment de développer la transversalité, de travailler avec les autres disciplines que celle de la sélection génétique. Un exemple, par exemple, je pense à l'agrivoltaïsme qui se développe. C'est quoi ? L'agrivoltaïsme, c'est mettre des panneaux solaires dans des champs, pas seulement sur les bâtiments, mais même sur le sol. Et en fait, c'est pas directement sur le sol, c'est au-dessus des cultures ou bien en vertical entre les rangs de cultures. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois produire de l'électricité et on peut aussi produire de l'alimentation. Mais comment ça peut fonctionner, puisque par définition, s'il y a des panneaux solaires, ce qui est en dessous ne voit pas le soleil. Donc elle a du mal à se développer. Ça voit un peu le soleil, mais moins. Et en fait, les panneaux solaires peuvent jouer le rôle d'ombrière et du coup mettre un peu à l'ombre une culture qui aurait été surexposée en fait au soleil, à des températures trop élevées, etc. Et du coup, les ombrières peuvent servir de protection par rapport à des températures trop élevées. Et donc l'idée, c'est de faire pousser des plantes dans des endroits où elles n'auraient pas pu pousser sans ombrière. Les ombrières peuvent aussi protéger de la grêle, etc. Donc il y a cette espèce de multifonctionnalité. Et moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est que les entreprises semencières puissent travailler avec les entreprises qui fabriquent ces fameux panneaux solaires, par exemple, pour travailler la génétique de plantes qui seraient du coup adaptées à des conditions un peu plus dans l'ombre. Olivier, vous allez vendre chez RAGT des panneaux solaires ? On en a parlé juste avant l'émission, on va voir. Mais effectivement, il peut y avoir d'autres choses. Après, je ne suis pas sûr qu'on couvre toute la surface agricole de la France avec des panneaux solaires. Je ne crois pas qu'on en arrive là, mais il y a peut-être des solutions à imaginer là-dessus. Pour revenir sur la question un peu de est-ce qu'on en demande un peu trop au secteur semencier en termes d'enjeux, je pense que les enjeux sont importants. On a dit tout à l'heure, une dizaine d'années pour créer une variété. Les croisements qu'on va faire cette année dans nos champs, ça sera des variétés pour après 2030. Aujourd'hui, un maïs, ça prend toujours 7-8 mois pour pousser. Un blé ou un colza, c'est 10 mois aussi. Et on va toujours continuer, fonctionner avec tout ça. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, nous, sélectionneurs, c'est des outils qui soient suffisamment fiables et précis pour nous permettre d'avancer. J'ai l'habitude de prendre un exemple sur le progrès génétique qu'on apporte, nous, sélectionneurs. C'est l'exemple d'un escalier. Tous les ans, on monte une marche. Pour atteindre l'étage, c'est en quelques marches qu'on va voir ce gain-là qu'on va faire. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de monter les marches 2 par 2, 3 par 3 ou 4 par 4, d'aller plus vite au résultat. Et pour ça, il faut des outils. Il faut des outils dans notre boîte à outils de sélectionneurs. Donc, on a aujourd'hui développé des programmes sur la sélection génomique qui nous permettent de tester, de simuler le comportement d'un individu à partir de données réelles qui permettent d'entraîner des modèles. Et ça permet au sélectionneur d'orienter ses choix. Un sélectionneur, il jette 95% de son travail tous les ans quasiment. Quand il jette, il a besoin d'être sûr que c'est pas bon. Quand il garde, il a besoin d'être sûr que c'est bon. Ces outils-là permettent de sécuriser les choix. Il y a d'autres outils comme les méthodes de mutagénèse dirigée, par exemple, qui vont nous permettre d'acquérir... C'est ce qu'on appelle les NBT ? Oui, les nouvelles méthodes de sélection par mutagénèse dirigée qui vont nous permettre d'apporter une variabilité nouvelle
qui peut répondre à ces questions, qui peut nous permettre de monter les marges beaucoup plus vite qu'avant, parce que ça va nous permettre d'accéder à cette variabilité beaucoup plus rapidement, de manière fiable. Et ça, aujourd'hui, il y a un débat aussi sur la capacité à utiliser ce type de technologie dans le monde de la semence ou dans le monde de la sélection. Et c'est des outils dont on peut avoir besoin demain. Si on nous coupe la majorité de nos outils, on aura du mal à répondre à ces objectifs qui sont vraiment ambitieux. Christian Huyghe, justement, en matière de technologie, il y a ce débat en ce moment sur les NBT. C'est nécessaire selon vous ? Une technologie ne dit strictement jamais rien de la façon dont elle est utilisée. Donc elle est mise au service de quoi ? En fait, c'est ça la question de fond. Ce vers quoi on va, c'est les transitions dont on a parlé, qu'on incarne autour de la transition agroécologique qui dit j'augmente la diversité fonctionnelle pour avoir plus de services de régulation et la production étant le premier service écosystémique rendu. Et donc dans ce contexte-là, il y a de la diversité déjà disponible aujourd'hui et puis il y a certains traits pour lesquels il n'y a pas de diversité génétique et la question c'est de savoir si en utilisant les NBT, on est capable de rendre variable quelque chose qui n'est pas variable. C'est ça la question de fond. Et donc c'est un levier qui doit être mis au service de ce vers quoi on veut aller. Dans le cadre du CTPS, on a remis un rapport il n'y a pas très longtemps sur quelle variété pour la transition agroécologique où on n'élude pas du tout la question des nouvelles technologies, comment on les articule et on regarde quelles sont les choses qui vont varier par rapport au levier qu'on a évoqué. Il y a donc cette création de diversité, la façon de les évaluer. Ce qu'on souligne beaucoup aussi, c'est l'augmentation de la dépendance aux conditions locales. C'est-à-dire que ce n'est pas la même variété qui passe partout. Et puis il y a un point qu'on a introduit et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le fait que, en fait, on a toujours une vision de la plante comme étant son génome végétal seulement. Et en fait, une plante telle que vous l'observez, c'est une plante en interaction avec son milieu, mais il y a quelque chose qui fait l'interface entre la plante et le milieu, c'est le microbiote qu'elle héberge. Philippe, vous êtes un spécialiste, comme tout le monde, du microbiote intestinal humain. C'est évident. Voilà. Et il y a un microbiote sur les végétaux, comme il y a un microbiote dans les sols. Et la question sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est est-ce que ce microbiote peut jouer un rôle. Et potentiellement demain, ce que l'on va vendre, ça va être des complexités, comme le disait Olivier, différentes espèces et différentes variétés au sein de l'espèce, mais aussi se poser la question de ce que l'on apporte comme microbes associés, comme communauté microbienne. Pendant longtemps, on a commercialisé des semences avec des produits chimiques. Demain, et ça sera de mon point de vue avant 2030, on va commercialiser des variétés et des semences avec des communautés microbiennes qui vont rendre ce service-là. C'est une vraie transition qui se passe parce qu'on accepte la complexité du vivant. Alors moi j'ai une question politiquement incorrecte à vous poser, je voudrais votre avis tous les quatre. On a vu ce qui se passe depuis un peu plus d'une semaine maintenant entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, qui a cette réputation d'être le grenier à blé, qui avait cette réputation d'être le grenier à blé de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces préoccupations environnementales, on ne va pas les mettre de côté pour assurer juste notre production et notre autosuffisance en céréales, en blé notamment? Qui veut se lancer? Christian Huyghe ou Marie-Cécile? Marie-Cécile. Oui, pour moi, la sécurité alimentaire, c'est l'impératif numéro 1. Donc on peut revoir nos priorités? Non, moi je pense que la priorité, elle a toujours été là, mais que l'actualité la renforce, la met en gras ou la stabilote. Christian Huyghe, même chose? Moi je pense qu'il ne faut pas les hiérarchiser en fait. Effectivement, il y a une urgence. Notre situation elle est quand même beaucoup moins dramatique que la situation des Ukrainiens eux-mêmes, objectivement. On a cette question de la sécurité alimentaire, mais si vous regardez ce qui est caché derrière le débat, et en particulier la relation entre l'Allemagne et ce qui se passe sur les systèmes SWIFT, c'est de dire, mais compte fait, est-ce qu'on va réussir à acquérir du gaz? Et en fait, ce qui est caché derrière le gaz, c'est la transition énergétique de l'Allemagne en relation avec le changement climatique. Donc vous ne pouvez pas séparer les choses. Il faut sortir de cette idée-là. Et on est là, on a une crise très ponctuelle. Il faut regarder, c'est la trajectoire longue qui se passe. La sécurité alimentaire, elle est obligatoire. La sécurité alimentaire, dans un milieu où on n'aurait pas régulé le changement climatique, elle sera inaccessible. Donc la situation deviendra encore plus dramatique. Donc il faut les travailler. On a une tension qui existe sur la sécurité alimentaire. Il y a une tension qui va être très longue et très forte sur le climat. Et il faut qu'on l'aborde et on les aborde en même temps, quoi. François, est-ce que, quelque part, toutes ces ambitions en matière environnementale, etc., ne sont pas des ambitions tout à fait légitimes en temps de paix, entre guillemets, mais elles passent au second plan
quand on arrive à une situation de crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui? Non, je pense pas. Enfin, on a différents niveaux de travail. C'est pas parce qu'il y a une urgence, exactement ce que disait Christian. Il y a une urgence, effectivement, il faut répondre, mais le long terme, enfin le dérèglement, les dérèglements climatiques, c'est quelque chose sur lequel forcément il faut qu'on travaille. Et les dérèglements climatiques et toutes les conséquences que ça entraîne. Alors je voudrais qu'on continue ensemble et que vous me parliez maintenant quand même de IHC, les Jeux Olympiques du végétal. Alors dit comme ça fait rêver, mais expliquez-moi ce que c'est que cette rencontre, ce congrès mondial qui va se dérouler, je crois, l'été prochain à Angers. Exactement sur la semaine du 15 août à Angers. Donc voilà. Jeux Olympiques, c'est toute proportion gardée. C'est en fait un rassemblement qui a lieu tous les 4 ans de la communauté horticole au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les grandes cultures, tout le végétal spécialisé, les fruits, les légumes, les plantes médicinales, la vigne, les plantes ornementales, etc. L'idée, l'objectif initial était d'accueillir 3000 personnes à Angers. Le Covid a revu un petit peu à la baisse nos ambitions. Encore on aura une plateforme digitale. Donc au total, on espère atteindre 2500 personnes. C'est un congrès scientifique donc qui regroupe des scientifiques, mais on souhaite vraiment mettre l'accent là-dessus, de faire venir des professionnels et de faire que la communauté scientifique puisse parler avec les professionnels. C'est un axe important de notre... Vous allez échanger, et les scientifiques, qu'ils soient européens, asiatiques, américains, on parle tous de la même voix? On parle tous de la même voix. On se comprend? On se comprend très bien. On parle tous en anglais déjà. Ce qui arrange, oui. Et on va reprendre exactement toutes les thématiques. Il n'y a pas une thématique qu'on a abordée là qui ne sera pas abordée. Le gros intérêt de ce type de gros congrès, alors il y a des limites parce que c'est gros, donc c'est compliqué pour s'organiser, mais le gros intérêt, c'est justement ce dont Marie-Cécile parlait tout à l'heure, la transversalité. Donc on a des physiologistes, on a des pathologistes, on a des physiciens qui travaillent sur la robotique, on a des généticiens. Il y a 3-4 symposiums qui sont directement liés sur la génétique, dont le plus gros symposium. Voilà, donc c'est en fait une occasion de croiser les expertises entre des gens avec des approches différentes et des backgrounds différents et des espèces très différentes. Alors, lisiez plutôt dans l'arboriculture, dans les plantes médicinales, dans les fruits, dans les légumes. C'est quand même quelque chose que vous suivez chez RAGT, ce type de manifestation? Alors, en termes de sélection, pas du tout. Par contre, en termes scientifiques, un scientifique se nourrit de la bibliographie scientifique qui existe et on cherche à faire des ponts entre les espèces, que ce soit même entre le règne animal et le règne végétal. J'ai parlé de la sélection génomique tout à l'heure, ça a été beaucoup développé au niveau animal d'abord avant de venir chez les plantes. Voilà, donc on se nourrit, la communauté scientifique se nourrit de tous ces travaux, et il y a des idées intéressantes à aller chercher, essayer de transposer sur des espèces qui sont des espèces de grande culture. François. Et vice-versa. Et nous, on se nourrit effectivement, l'exemple de la sélection génomique est très intéressant parce que ça a débuté chez les animaux, maintenant après ça commence à se mettre en place chez les grandes cultures, et nous on le travaille beaucoup sur la pomme, donc c'est un des sujets qui sera abordé par exemple à Angers à ce moment-là. Il y a un autre sujet très à la mode, je dirais, en ce moment, c'est tout ce qui concerne le phénotypage, l'analyse d'images, toute la digitalisation de l'agriculture, qui peut servir pour gérer mieux l'exploitation, mais qui peut servir aussi aux généticiens pour mieux regarder ces plantes, ou à l'expérimentateur pour mieux la regarder. Et c'est pareil, ça va être un symposium très important du congrès. Alors moi, je voudrais qu'on conclue ensemble, Christian Huyghe, parce qu'on a vu quand même tout ce qui est en place, quels sont les grands enjeux. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'acceptabilité par la société de tout ça. Est-ce que, en plus du travail de recherche fondamentale, des travaux qui sont menés chez les semenciers, il va y avoir un vrai travail de communication pour faire accepter et comprendre ces choses? En fait, soit vous prenez le problème en disant j'ai quelque chose à leur apporter, voire j'ai quelque chose à imposer à la société, et il faut qu'elle l'accepte. Ça ne marche pas. La question, c'est comment on construit un futur avec eux, et d'une certaine façon, c'est quoi le futur désirable? En fait, on doit réussir à raconter des belles histoires, mais une histoire qu'on a construite avec la société. Qu'est-ce que la société demande? Quelles sont les transitions à laquelle la société aspire et à laquelle on est capable de répondre?
la transition alimentaire, parce qu'il y a une transition alimentaire en cours, et donc où il y aura plus de place pour le végétal et une contrainte plus forte sur les produits animaux, de fait, comment on anticipe la demande sociétale en matière d'environnement, en matière de cadre de vie, elle fait partie intégrante de la demande. Et on doit accepter que quand on améliore une variété, quand on améliore des cultures, eh bien, au travers de ça, on construit un paysage qui a une valeur. Et il faut qu'on le construise donc avec les utilisateurs. Donc, ces espaces-là, ils existent. Je mentionnais tout à l'heure le CTPS. C'est un système qui se veut paritaire, qui se veut participatif, et il faut le faire vivre. Donc, l'acceptabilité, c'est pas imposer quelque chose. En fait, c'est construire avec la société et avec la société de demain. C'est ça la difficulté. Vers quoi on veut aller. Et si on fait ça, on y arrive. En fait, la question qui se pose autour de tout ce que l'on débat, c'est quoi le contrat social que l'on a autour de l'agriculture et de l'alimentation de demain. Pas celui d'hier, c'est celui de demain. Et il faut avoir des espaces comme une table ronde et le grand débat que Philippe vous animez, qui sont des lieux de construction de cela. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission et je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences pour un nouveau grand débat sur l'avenir et le devenir de l'agriculture en France et en Europe.